Ça se passe en France de nos jours. C'est l'histoire d'une dame âgée qui rentre à l'hôpital pour un problème bénin, une phlébite. Elle n'en ressortira jamais, elle y meurt dans des circonstances extrêmement troubles. Si troubles que sa famille, qui soupçonne une mort programmée pour un trafic d'organes, demande son exhumation. Face à une telle demande, la justice suit son cours, et quelques années plus tard, c'est la fameuse exhumation. Et là, surprise. Surprise dans le caveau, car ça n'est pas le bon cercueil. Et dans le cercueil, nouvelle surprise. À la place de son cadavre, un amas de chair composite, sanglante, récente, une tête qui n'est pas la sienne, et un torse, une cage thoracique d'enfant. Le documentaire exceptionnel et inédit de Pierre Barnérias que je vous propose cette semaine sur YouTube met donc en exergue deux thèmes essentiels. Le trafic d'organes sur commande et, pire encore peut-être, le silence absolu, l'omerta qui règne sur le monde des pompes funèbres. C'est en cherchant le corps de sa maman pour dénoncer un scandale, celui du trafic d'organes, que Thierry Cabil, le héros involontaire de cette histoire, va se retrouver face à un autre scandale. Celui qui expliquerait qu'on ne retrouve jamais trace de tant d'enfants disparus. Ils sont peut-être tout simplement dans des tombes, mais pas les leurs. On regarde le film et on se retrouve ensuite pour quelques questions à Thierry Cabil, l'homme par qui ces deux scandales arrivent. La mort de Madame Cabil était déclarée avant même qu'elle meure. Je ne sais pas si vous voyez la gravité que cela représente. On aurait dit que ça se passerait en Afrique, que ça ne poserait aucun problème. Mais ici où les règles semblent assez strictes, en réalité elles ne sont pas aussi strictes que cela. Ou tout au moins elles ne sont pas strictes pour tout le monde. Et donc là nous avons quelque chose de très important. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Quand vous verrez donc tout ce qui se passe derrière, aujourd'hui, ça interpelle vraiment sur le rôle des institutions qui sont censées nous protéger et qui en réalité s'organisent comme vraiment un réseau extrêmement mafieux. Et je pèse mes mots. Il y avait Poivre d'Arvor qui avait reçu une ex-sataniste dans son journal. Et cette femme qui n'était plus dans le réseau mais qui avait fait des choses incroyables parce qu'elle en parle, elle dit qu'elle était tombée sur une discussion au sujet de la petite Marion qui avait disparu. Elle entend dire, cette personne, mais ne t'inquiète pas, ne panique pas, là où j'ai mis le corps, personne ne le trouvera. Et j'ai dit, mais pour être sûr comme il l'est, je peux vous dire qu'il a raison. Parce que la seule assurance de cette personne, c'est quand on met le corps dans un cimetière. Et là, je peux vous dire effectivement, on l'enlève pas. Je dirais que l'affaire Cabil était l'affaire à ne pas prendre. Puisqu'il y a eu beaucoup de... Je vous rappelle une consoeur très brillante, qui a fini par ne plus rester dans le dossier en disant « j'ai des petits-enfants et je crois que ça son temps ». Et puis il y a aussi un avocat qui est très célèbre d'ailleurs, qui a toujours un cabinet, qui est même devenu un homme politique et qui a abandonné carrément le dossier. Donc c'est l'affaire qu'il ne fallait pas prendre. Je vous demande de regarder attentivement ce qui va suivre. L'enquête que vous allez voir est certainement la pire que nous ayons eu à traiter depuis la création de cette émission. Elle glace le sang, ni plus ni moins.
Je suis né donc à Paris, issu donc d'une maman martiniquaise, d'une grande famille, puisque c'est la famille Montout. Mon grand-père disait toujours, quand on a tort, de poser le genou à terre et de dire pardon, mais quand nous avons raison, si on posait le genou, c'était une correction monumentale. J'explique un peu ce cadre, tout simplement pour dire avec quelle rigidité nous avons donc grandi, et ce qui explique ma ténacité dans ce dossier. Eliane Kabil, cette femme décède en 2001 de manière suspecte. C'est en voulant découvrir la vérité que sa famille plonge dans l'horreur. Elle rentre à l'hôpital, effectivement, le médecin pensait à une phlébite. Très rapidement, dès le lendemain, ils identifient le fait qu'elle n'a pas de phlébite, mais pour des raisons qu'on ignore, elle y restera 15 jours. Elle sortira avec les bras tout bleus. Ils lui font pratiquement 10 prises de sang par jour. Et pour couronner le tout, ils lui font ce qu'on appelle une ponction lombaire. Et cette ponction lombaire, en réalité, c'était une ponction sternale qui aurait dû être faite avec une anesthésie. Et ils le font à vif. Et ça a été sa plus grande douleur, son plus grand traumatisme. Ma tante, sa sœur, questionne le médecin. Il a réservé une chambre parce qu'on lui a demandé. Mais, fait étonnant, il ne l'envoie pas, il ne lui informe pas qu'une chambre est réservée à son nom. Et quand ma tante l'appelle, il lui dit « Vous tombez bien ?» Et il lui dit elle doit rentrer en urgence à l'hôpital. Ce qu'elle fait, elle appelle sa sœur, ce qui est normal. Et ce médecin, il est devant une situation compliquée. Parce qu'il connaît la famille depuis 35 ans et on lui demande de faire quelque chose de extrêmement difficile. C'est qu'il va l'emmener à l'abattoir. Mais il ne peut pas le faire. Ma tante a fait le sale travail. C'est-à-dire que c'était une opportunité pour lui. Et c'est mon frère qui va donc avoir le réflexe d'appeler l'hôpital pour savoir si vraiment ils ont réservé une chambre. Et effectivement, une chambre est réservée. Et là, elle rentre. Mais elle rentre pour ne jamais ressortir de cet hôpital. La famille le questionne en caméra cachée. Ses propos sont sans équivoque. C'est l'hôpital qui était en cause, c'était pas moi, c'est l'hôpital. Quand elle rentre de nouveau dans cet hôpital, c'est la même sérénade. On va lui dire qu'elle rentre pour juste parce qu'ils ont identifié qu'elle avait une faiblesse de son système immunitaire, qui vont la mettre sous OPO. EPO, je sais pas, c'est une sorte de dopant pour cyclistes. Et en réalité, donc c'est juste un humour un peu déplacé. Et quand elle rentre, non seulement il n'y aura pas d'OPO, mais il y aura de nouveau cette série de prises de sang, au point où il y a un médecin extérieur, le professeur de l'hôpital Avicenne, qui dira d'arrêter toute prise de sang. Donc le lendemain, ils la descendent, même le soir même, soi-disant en réanimation pour une meilleure surveillance, parce qu'il y avait donc une grève des médecins. C'est là où on la retrouve dans une pièce, avec du sang sur les murs, sur les plafonds, comme si c'était battu. Et là, on comprend qu'elle est sur respirateur artificiel et qu'elle est donc dans une situation où, en attente des prélèvements de ses organes, s'ils n'avaient pas déjà prélevé, puisqu'elle avait une ouverture de l'épaule vers la poitrine qui ne s'expliquait pas. Et elle était dans une mort clinique, mais avec donc les organes qui étaient donc maintenus en vie par cette ventilation dite artificielle. Pour qu'il y ait prélèvement d'organes, on ne peut prélever que sur un défunt qui est décédé à l'hôpital avec une mort encéphalique, c'est-à-dire un arrêt total du cerveau. Ce corps doit être en réanimation, sous respirateur, maintenu à température, à cœur battant, de façon à ce qu'on assure la circulation du sang et l'oxygénation des organes pour qu'ils soient en état de marche. Donc là, vous arrivez, vous découvrez qu'en fait, votre maman est en état de mort clinique. Mort clinique, mort cérébrale. Il y avait 2 traits qui étaient plats.